l'autre chose dont je veux parler, c'est comment on peut faire avec des enregistrements audio-vidéo. Parce que généralement, la méthode basique, c'est des observations, ok? Pas des enregistrements. Mais ça peut être une idée intéressante, et vous pouvez l'avoir en tête. Alors, l'avantage vraiment d'enregistrer ou de filmer, c'est que après, on est tranquille chez soi pour faire les observations, et du coup, on peut parfois voir plus de choses. Et l'inconvénient, c'est qu'il faut demander des autorisations, et c'est assez pénible. Donc, on le fait peu en master. Mais quand même, c'est intéressant, il y en a qui le font, et je voulais vous donner la méthode. Et voilà un exemple d'une étudiante. Elle a voulu comparer les coins-jeux où il y a des scénarios pédagogiques. Les scénarios pédagogiques, c'est en gros, on dit aux élèves, un peu comme une sorte de petite pièce de théâtre, enfin, on leur donne un thème. Toi, tu vas être la marchande, toi, tu vas jouer ça, il va se passer ça, il ne voudra pas payer, enfin, j'en sais rien, il voudra des carottes. Et ils ne sont pas complètement livrés de jouer des scénarios. Et d'autres coins-jeux où on laisse les élèves jouer au coin-jeu. Et elle les a enregistrés avec ou sans scénario. Et elle a compté. Est-ce qu'ils font des phrases plus ou moins complexes? Est-ce qu'ils mettent plus d'adjectifs, plus d'adverbes, nombre de noms utilisés, tout ça? Et après, on a fait des graphiques. Le nombre de mots à la minute, le nombre de phrases complexes dans la transcription, tout ça. Et puis elle a apporté la preuve que, effectivement, quand il y avait un scénario pédagogique, ça développait plus le vocabulaire, les phrases complexes, mais ça développait moins l'imaginaire. Donc, avantage, inconvénient. Mais elle a montré quelque chose. Je vous donne un autre exemple. C'est la thèse dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, Christelle Huard, elle a filmé 2 heures dans plein de classes. Et du coup, en voyant ces films, elle a fait tous ces grands tableaux. Alors, avec plein de choses, il y en a plein des tableaux comme ça, il y en a 3 ou 4. Tout ce qui était observable au niveau de l'organisation de l'espace. Est-ce que le matériel est rangé sur notre progression Montessori? Est-ce qu'il est à sa place? Est-ce qu'il est dans l'affichage avec la classe ordonnée? Est-ce que l'élève décide où il travaille? Est-ce que la circulation, les plantes, les tons harmonieux? Oui, non, oui, non, oui, non. Quelle est la posture de l'enseignant? Est-ce que ses gestes sont décomposés? Est-ce que ses présentations, est-ce qu'elle insiste auprès de l'élève? Est-ce qu'il lui dit qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il l'encourage? Bon, là, c'était l'idée que la vidéo lui permettait d'observer et de pointer plein de choses, point par point, qu'elle aurait pas pu pointer si elle n'avait pas filmé. Et un troisième exemple, la recherche sur les messages clairs dont je vous parlais tout à l'heure. Quelqu'un qui a enregistré des messages clairs en début d'année, en fin d'année, et qui a vu si c'était mieux. Un exemple d'autorisation, voilà, je la mets sur le palette, mais sachez que dans ces cas-là, il faut demander des autorisations en faisant remplir ce genre de papier. Donc ça, c'était mon point 2. Et la troisième façon qu'on peut avoir de travailler sur une expérimentation, donc la première, les grilles toutes simples, la deuxième, avec des vidéos, etc. Et la troisième, on peut analyser des productions d'élèves. Je vous donne un exemple. Un mémoire, elle a 2 séances sur les quadrilatères. L'une, elle utilise des jeux, l'autre, elle fait une mélange classique. Et puis, elle fait la même évaluation à tous les élèves et elle voit les résultats. Est-ce qu'ils savent construire un rectangle? Est-ce qu'ils savent opérer un quadrilatère? Est-ce qu'ils savent nommer un quadrilatère? Je vous donne un deuxième exemple. Dans la recherche, quand je vous ai parlé tout à l'heure sur l'école de Mont-Saint-Barreul, c'est un chercheur en didactique du français qui a travaillé, et c'est l'article dans ce livre. Et il a fait une très grosse recherche, c'est Yves Reuter, c'est très intéressant. Pendant 5 ans, il a demandé aux élèves de l'école Freinet, du CP au CM2, donc il a pris les élèves de CP jusqu'à ce qu'ils aillent au CM2, il les a suivis 5 ans, et tous les trimestres, à peu près, ou tous les ans, je ne sais plus, il leur demandait une rédaction, et il demandait la même rédaction dans 3 autres écoles. Et il comparait le nombre de mots, le respect de la consigne, l'imaginaire, il comparait tout, quoi.
demandé 3 types de récits. Récit concernant le vécu personnel. C'était raconte une soirée que tu as réellement vécue et qui t'a marqué. Voilà, là il dit qu'il a récolté 243 productions, 89 à l'école Hélène Boucher, de l'an 1 à l'an 5, 153 dans 5 autres écoles, un récit sur l'imaginaire, 106 productions Hélène Boucher, 137 d'autres écoles, un récit de description décrit en école, 783 productions, parce que ça allait du CP au CM2, donc c'était long, et il a comparé tout ça. Et il en a conclu que à l'école Fresnel, les élèves avaient des écrits plus longs, un meilleur respect de la consigne, plus d'imaginaire et une meilleure orthographe. Donc là, pour le coup, en matière de preuve, on avait quelque chose d'hyper solide, quoi. En maths, toujours dans cette même école Fresnel, un autre chercheur a fait à peu près la même chose, genre des mêmes exercices de maths pour les élèves de l'école Fresnel, pour les autres, et il a dit qu'il n'y avait pas de différence, que le niveau, enfin les résultats étaient à peu près comparables, à ceci près que quand ils ne savaient pas, les élèves de l'école Fresnel essayaient, alors que les élèves des autres écoles n'essayaient pas. Et pour la violence, j'en ai déjà parlé. Je vous donne un dernier exemple. Ah non, c'est pas mon dernier exemple, c'est mon avant-dernier. En fait, je sais plus d'où ça vient, mais je trouve que c'est incroyable comme recherche. C'est pas un mémoire de master, c'est une recherche assez classique, voilà. On fait 3 groupes d'élèves. On demande à des élèves d'abord de résoudre des problèmes de maths. Et puis, on prend les élèves au hasard, sans regarder leurs résultats. À un groupe, on dit non, ça va pas du tout, vous n'avez pas bien bossé, tout ça. Voilà. L'autre groupe, on leur dit c'est super, vous avez fait beaucoup d'efforts, très bon travail, même si vous n'avez pas tout réussi, c'est vraiment super. Du coup, troisième groupe, on ne dit rien. Et puis, on fait une autre séance, on redonne les trucs de maths, et on voit que les élèves qui ont été réprimandés, leurs résultats ont chuté, et les élèves qui ont été félicités, leurs résultats sont meilleurs. Ça, je trouve ça super parce que. Mais malheureusement, j'ai perdu la référence. Du coup, on ne sait pas ce qui s'est passé pour ceux qui ont eu. Ah non, je ne vais pas. On les a pris au hasard en fait. C'est comme le personne qui c'est exactement comme mais sauf que c'est sur un truc plus court de maths. Voilà. Mais en fait, c'est toujours cette même idée en fait qu'on met un truc en classe et puis qu'on fait faire des évaluations aux élèves et qu'on voit le résultat, quoi. Sur la même méthode. Hein. Bon, donc, il n'y a pas d'évaluation. Enfin, si, on pourrait dire, mais c'est sur l'année, quoi. Alors, je vous donne un dernier exemple. Alors, ça, c'est un article que j'aime beaucoup, de recherche qui est intéressant. C'est un article voilà, qui a été publié, je ne l'ai pas mis l'endroit, mais d'Éric Debarbieu. C'est vraiment un très grand chercheur sur la violence, un des grands profs d'université, mais qui est maintenant à la retraite, un des grands spécialistes de la violence à l'école. Et en 2004, on lui a demandé avec toute une équipe, parce qu'il dirigeait une équipe, d'aller à Djibouti et de faire une recherche sur les effets de la violence à l'école et ses effets. Sachant qu'à Djibouti, à l'époque, maintenant je ne sais pas, mais il y a beaucoup de châtiments corporels encore. Et que certains enseignants pensaient que c'était mieux, vraiment. Ils pensaient que plus on tapait sur les élèves, mieux ils apprenaient. Donc, il a fait une enquête sur 1669 élèves de CM1, CM2. Et comme Djibouti est petit, ça lui a permis de prendre en compte 23% des écoles. Et en fait, il a comparé les résultats des élèves à des examens, type brevet, etc., et l'attitude des enseignants. Et est-ce qu'il y avait ou pas des châtiments corporels, est-ce qu'il y en avait un peu, beaucoup, etc. Et il a mis ça en corrélation, et il a montré que, globalement, moins on tapait les élèves, plus on était bienveillant, mieux ils réussissaient.
Donc oui, l'école 17, par exemple, c'est une école qui a les meilleurs résultats scolaires, pourtant une école sans eau, sans électricité, sans téléphone, avec 24 classes en double flux, c'est moitié le matin, moitié le soir, et il y a les meilleurs résultats scolaires du canton, et on ne pratique pas l'échantillon corporel, et les enseignants qui ont peur du maître sont 3 fois inférieurs à la moyenne nationale, et voilà une autre école rurale isolée. Voilà, enfin, il a fait cette très grosse enquête, et il a pu faire ce lien entre pratique des enseignants et résultats scolaires. Oui. Donc c'est une méthode, la méthode, je regarde ce que ça donne sur les résultats des enfants, elle peut être mise en œuvre en master, mais elle est aussi mise en œuvre par des chercheurs, et c'est une méthode intéressante. Dernière chose, et j'ai presque fini mon PowerPoint. Point 4. On peut prendre en compte le ressenti des élèves pour voir l'effet d'une pratique. Mais est-ce que d'abord vous aviez des questions sur le point 3 peut-être? Non. Ok. Donc ça, je pense que c'est une idée que vous avez spontanément. Tout à l'heure, c'est pas mal apparu dans ce que vous avez dit. La base, c'est évidemment de demander aux élèves s'ils ont apprécié ou pas l'activité. C'est vraiment la question de base qu'on peut leur poser. Voilà, je vous remets l'exemple de tout à l'heure. Ceux qui aiment les maths, ceux qui n'aiment pas, on leur demande ce qu'ils ont préféré, les calculatrices, les deux, etc. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autres élèves? En dehors de s'ils ont aimé, pas aimé, quoi. Est-ce qu'ils se sont sentis bien? Ouais, super. Comment ils se sont sentis? Je sais pas, ça revient peut-être à s'ils ont apprécié ou pas, mais ce qu'ils en ont pensé. Oui. Alors, je vous donne quelques options. Toujours dans ce moment sur calculer, ça leur a demandé s'ils ont fourni des efforts. Et c'était intéressant parce qu'en fait, on s'imagine que sur... Vous voyez ce que c'est Calculatis? C'est une sorte de jeu en ligne avec des... Oh, c'est génial, Calculatis pour les maths. Si vous ne connaissez pas, il faut que vous alliez voir. C'est une parenthèse, mais... ça vous fera connaître un truc un peu... C'est ça, Calculatis? Calculatis, c'est comme ça. Bon, je ne vais pas vous montrer Calculatis là, mais... ben voilà, voilà, il faut juste... donc vous avez des trucs comme ça, et ça vous donne des jeux vidéo, par exemple 25 x 40, celui-là il est dur. C'est les voitures, c'est... C'est le mauvais niveau, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, Mais il y en a qui sont plus ou moins marrants, et... Alors, table à lac, quoi. Table quoi, Plexi? Table à lac. Table d'attaque, c'est bien, apparemment. Oui. C'est pas une table. Voilà, clique sur la bonne réponse avant l'accident. Je me fais prendre au jeu. Je suis dedans, ouais. Bon, enfin, vous voyez l'idée, quoi. Du coup, tu vas Il y en a plein des jeux avec plein de niveaux, etc. Enfin, c'est vraiment super ludique, super calculatif. Et en plus, imaginez, enfin, voilà, donc elle a posé la question de l'effort, et elle a demandé aussi s'ils se sentaient fiers du résultat. C'est la même chose là, fierté, effort. Alors qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? On peut demander comment ils se sentent, s'ils ont l'impression d'avoir progressé. Enfin voilà, on peut réfléchir. La question c'est pas seulement s'ils ont aimé quoi. Voilà. Mon PowerPoint est fini. Je peux arrêter la vidéo si vous voulez.